voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. 25 mai 2012, le premier vaisseau cargo est en passe de s'amarrer à la Station spatiale internationale, l'ISS. Une opération jusque-là réservée aux agences spatiales nationales et qui se révèle être un succès. La fiabilité est en fait notre premier but. Le second, très important, est de comprendre les innovations technologiques, les avancées qui permettent de réduire le coût du transport spatial. Et là, nous avons de la matière. La découverte capitale pour nous, c'est la réutilisation rapide et complète du vaisseau, comme dans l'aviation. La réutilisation des vaisseaux et des fusées, une question clé pour la firme californienne SpaceX, qui veut parier sur la rentabilité du transport spatial. Jusque-là, cette activité a été largement soutenue financièrement par la NASA. SpaceX a ainsi pu puiser dans une enveloppe de centaines de millions de dollars. La compagnie privée compte désormais sur la demande pour gonfler son chiffre d'affaires. D'ici 2017, les compagnies privées vont prendre en charge le transport des astronautes de la NASA et d'autres agences vers l'orbite terrestre et l'ISS. Ce n'est pas rien. Depuis des décennies, la NASA dépend de compagnies privées pour construire certains vaisseaux, mais aussi pour s'approvisionner en matériaux ou en composants sur mesure. Le nouveau plan de la Maison-Blanche prévoit de déléguer davantage au secteur privé et délimite les compétences. À la NASA, l'innovation, la recherche et les découvertes liées à l'exploration spatiale. Aux compagnies privées, le soin de concevoir et d'exploiter leurs propres vaisseaux. En achetant des services plutôt que des vaisseaux au transport spatial, nous pouvons continuer à garantir les normes de sécurité, mais aussi accélérer le rythme des innovations, alors que les compagnies, qu'il s'agisse de start-up ou de sociétés plus implantées, rivalisent d'idées, de projets pour transporter des hommes et des marchandises hors de notre atmosphère. En Europe, de nombreux partenariats publics-privés ont vu le jour, se limitant jusque-là aux satellites de télécommunications. Mais le rôle de l'industrie privée est voué à s'étendre. Au départ, et c'est normal, ce secteur d'activité neuf a requis l'appui du gouvernement. Mais il s'est renforcé depuis et suffisamment pour compter sur les compagnies privées, pour chercher des opportunités, de nouveaux modèles et ne plus dépendre seulement des financements institutionnels. Les sociétés privées américaines tirent leur épingle du jeu en s'emparant des projets abandonnés par la NASA. Exemple, TransHub, ce projet d'habitat spatial gonflable, initié par la NASA et interrompu lorsque le Congrès a décidé d'annuler le programme en 2000. La société Bigelow Aerospace, basée à Las Vegas, s'en est alors saisie. C'est la NASA qui a conçu cette idée d'habitat spatial extensible. Mais l'agence est confrontée à ce problème. Ils arrivent avec une idée, ensuite le Congrès se met en travers de leur chemin et le projet ne voit plus le jour. Donc la NASA a soumis cette idée, mais c'était à nous de gérer tous les détails, de la conception à l'élaboration. La société a mis au point 2 prototypes d'habitat spatial flexibles et configurables. Ces modules, une fois mis en orbite, permettent d'abriter des activités de recherche, mais aussi de potentiels touristes. Dans ces perspectives, Bigelow prévoit de faire appel à SpaceX ou à d'autres transporteurs privés. Ces projets bénéficient jusque-là des lacunes en matière de régulation des activités commerciales dans l'espace. C'est très facile pour le moment, car techniquement, il n'y a pas d'autorité pour les activités en orbite au sein du gouvernement fédéral. Vous avez l'AAS, qui est l'aile commerciale de l'administration fédérale de l'aviation, et qui régule les départs et les arrivées des marchandises, mais il n'y a pas de régime régulateur en orbite. Jusque-là, la législation sur les opérations spatiales repose sur des conventions onusiennes datant des années 60 et 70. Une des lois stipule la responsabilité de l'État
pour tout dommage causé par des objets spatiaux, privés ou non. Je pense qu'il y a deux manières de voir l'implication du secteur privé. D'abord comme des prestataires des agences spatiales, c'est ce qui se passe en ce moment sur la Station spatiale internationale, où une compagnie privée a amarré son vaisseau cargo. Ici, les agences spatiales gardent un certain contrôle des activités. Maintenant, il y a aussi les privés, des sociétés ou des individus dotés de leurs propres moyens pour voyager dans l'espace. Je pense que dans 10-15 ans, ils vont développer d'autres scénarios pour explorer l'espace. Je pense que cette activité sera encore régulée par l'État, car au final, c'est l'État qui est responsable en cas de dommage, mais les agents du privé pourront décider des opérations qu'ils souhaitent mener dans l'espace. Dans le Colorado, on assiste à l'étonnante mue d'un objet spatial abandonné. Il s'agissait à l'origine d'un vaisseau de secours pour un départ en urgence d'une station spatiale. Baptisé Dream Chaser, chasseur de rêves, le vaisseau subit aujourd'hui des tests aérodynamiques pour muter en taxi spatial. Objectif, le transport de personnes au départ et à destination de l'orbite basse terrestre. Cette configuration, cette forme, cette silhouette hérite d'un modèle de conception russe Bor-4. Ce vaisseau a été analysé par le centre de recherche de Langley de la NASA et ils ont trouvé qu'il présentait des caractéristiques intéressantes. Il est très stable par nature, donc quand il retourne dans l'atmosphère, il nécessite peu de contrôle pour voler correctement. Donc ils ont passé des heures à travailler là-dessus et quand notre compagnie s'est mise en quête d'un vaisseau qu'ils allaient pouvoir utiliser, on s'est dit que ce ne serait pas très malin de commencer avec une page blanche et qu'il valait mieux utiliser un engin sur lequel la NASA avait investi des efforts et du temps en termes de recherche. On est allé les voir, on a demandé des informations, les résultats des tests, et ils nous les ont fournis comme il se doit, l'industrie privée étant habilitée à valoriser un projet d'agence gouvernementale dans lequel l'État a investi. Dream Chaser doit prendre son envol vertical en 2014 et revenir sur Terre sous forme de planeur pour atterrir sur une piste à la manière de Space Shuttle, sauf que le mode opératoire est plus sécurisé. Décollage au sommet d'une fusée classique, carburant non toxique et système d'évacuation. L'enjeu de ce programme, c'est d'être capable de développer un système de transport en orbite basse, qui pourra servir aux compagnies commerciales comme la nôtre, et ce grâce à l'aide et à l'assistance de la NASA. La NASA, de son côté, pourra se concentrer sur des missions plus difficiles, comme aller sur un astéroïde, sur la Lune ou sur Mars. Dream Chaser a reçu une subvention publique de 100 millions de dollars, des fonds versés par la NASA, afin d'encourager le transport spatial commercial. Jusque-là, les agences spatiales prenaient en quelque sorte les compagnies par la main, leur disant ce à quoi elles voulaient aboutir et comment. Mais maintenant, ce modèle évolue. Au moins dans certains secteurs, où on définit une cible, un objectif. Libre ensuite à la compagnie ou à l'industrie de travailler à sa manière pour atteindre cet objectif. L'avenir du tourisme dans l'espace, autre débouché prometteur du secteur spatial, prend quant à lui forme dans une région désertique de l'État du Nouveau-Mexique. Spaceport America, le premier astroport privé lancé par Virgin Galactic, est désormais opérationnel. Cette base spatiale, conçue pour être très économe sur le plan énergétique, permet d'accueillir appareils, pilotes et passagers. C'est un terminal et un hangar dans la même infrastructure. Les deux hangars sont de chaque côté et ils peuvent abriter jusqu'à 2 vaisseaux cargo de type White Knight II. Le modèle économique est très intéressant. Jusque-là, on a eu des aides de l'État et du contribuable pour construire cette base spatiale. Mais d'ici 2014, on doit devenir totalement indépendant. Donc on doit diversifier notre modèle économique.
On compte engendrer des revenus grâce à nos vaisseaux, mais aussi grâce au tourisme. Ce port spatial américain peut attirer des visiteurs. Cet astroport servira également de base spatiale à Virgin Galactic. C'est de là que décolleront ces navettes de carbone composite pour s'élever à 100 km au-dessus de la Terre, là où règne officiellement l'espace. Quelques minutes d'apesanteur pour faire le plein de sensations et d'images, il vous en coûtera 200 000 $. Les premiers touristes de l'espace ont déjà leur ticket en poche. Ils attendent le décollage, prévu dans un peu moins de 2 ans. On savait qu'il y avait beaucoup de gens à travers le monde qui rêvaient d'aller dans l'espace. Mais 40-50 ans après la première excursion humaine hors de l'atmosphère, seule une poignée d'employés du gouvernement avait cette opportunité. Et c'est un peu à travers Richard Branson, Monsieur Virgin, qu'on s'est penché sur ce projet où il y avait de la demande. Mais l'offre n'était pas au rendez-vous. Donc on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose. Le vaisseau touristique doit amorcer son ascension sur un avion porteur avant d'être largué puis propulsé par son moteur fusée. Cet avion spatial suborbital est voué à se développer. On aimerait voir se développer davantage de bases spatiales, parce que la finalité, c'est le transport point à point, comme dans l'industrie aérienne. L'exploration spatiale à l'œuvre, pistes et perspectives abondent pour investir l'espace. Reste pour les compagnies privées vouées à voler de leurs propres ailes, à faire en sorte que ces projets soient rentables.